3 jeunes hommes sont entrés dans un restaurant et se sont moqués publiquement d'un vétéran discret, mais lorsque la vérité a éclaté, ce sont eux qui ont imploré le pardon. Le soleil matinal commençait à peine à réchauffer les rues de Bakersfield, en Californie. Le Louis dîner se trouvait à l'angle de la 19e et de la H, niché entre une laverie automatique délabrée et une quincaillerie aux volets fermés. L'enseigne clignotait de temps à autre, mais personne n'y prêtait attention, on ne venait pas pour l'ambiance. On y venait parce qu'on s'y sentait comme chez soi. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de graisse de bacon et de biscuits frais. Les banquettes étaient usées, déchirées par endroits, rapiécées avec des bandes de ruban adhésif. Les murs portaient les traces sépia du temps, des coupures de journaux jaunis, des photos délavées d'équipes de football américain de lycée d'autrefois et un drapeau américain tordu accroché près du comptoir. Ce n'était pas luxueux, mais familier. Tous les dimanches, à 8 heures précises, Eugène Marshall poussait la porte avec une précision irréprochable. Il ne faisait jamais beaucoup de bruit au pas d'entrée remarqué. Juste un léger signe de tête à quiconque levait les yeux, et un doux « Bonjour Lou », même si Lou n'était plus le propriétaire des lieux depuis des années. Eugène était toujours assis au même box, le deuxième depuis la fenêtre. Assez près pour profiter du soleil matinal, assez loin pour être tranquille. Il portait sa veste militaire, pas une de ses répliques récentes, mais la veste M65 vert olive originale qu'il portait depuis 1969. Elle lui allait encore, même si le tissu était devenu fin et les manches effilochées. Juste sous le col, un patch cousu main marquait ces mots, 101e les Screaming Eagles. Certains pensaient qu'il la portait pour attirer l'attention. En réalité, c'était la seule veste qui lui allait encore. Il s'assit, ajusta le sucrier par habitude et attendit. Pas de menu. Dans ce restaurant, tout le monde savait exactement ce que Eugène voulait, un café noir sans sucre ni crème et une part de tarte aux pommes chaudes, légèrement brûlée sur les bords. Exactement comme il l'aimait. Les serveuses lui laissaient de l'espace, comme la plupart des habitués. Non pas par peur, mais par respect. Eugène ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il le faisait, il parlait comme un homme qui avait passé sa vie à apprendre à utiliser les mots et à se taire. À 78 ans, son regard était plus perçant que ses genoux. L'arthrite avait commencé à lui voler la marche, mais elle n'avait pas affecté sa posture. Il était toujours assis comme un soldat, le dos droit, la tête droite, les mains stables. De temps à autre, un enfant curieux lui posait des questions sur les pièces de sa veste. Eugène souriait, se penchait et racontait une petite histoire ou toujours celle où quelqu'un d'autre était courageux. Jamais lui-même. Mais ce dimanche-là, quelque chose clochait un peu. Louis Camargo, le fils de 26 ans du propriétaire actuel, jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Il appréciait Eugène. Le vieil homme lui donnait toujours une boule de pommes supplémentaire quand personne ne regardait. Un jour, Eugène lui avait dit « Mon Dieu, si ta cuisine avait des pieds, je l'épouserais. » Ils en ont ri pendant 5 bonnes minutes. L'endroit n'était pas encore très fréquenté, un couple lisant le journal, une mère essayant de calmer son enfant avec une pile de serviettes, et un homme plus âgé à moitié en train de manger son gruau et sa sauce. Juste un dimanche matin comme les autres. Eugène remua son café. La tarte arriva. Il en prit une bouchée, se laissa aller en arrière, les yeux mi-clos. Et pendant un instant, il n'était plus à Bakersfield. Il était dans un endroit plus calme. Peut-être plus jeune. Mais avant qu'il puisse prendre une seconde bouchée, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, non pas simplement ouverte, mais claquée. Une de ces entrées bruyantes et avides d'attention. 3 hommes entrèrent. Jeunes, la vingtaine, basket et air fanfaron. Leur rire résonnait trop fort pour la taille de la pièce. L'un portait une doudoune malgré la chaleur, un autre avait une enceinte Bluetooth accrochée à sa ceinture, diffusant une musique à tue-tête que personne n'avait demandé. Louis leva les yeux de la fenêtre de la cuisine, ses sourcils se fronçant. Les hommes rirent et crièrent quelque chose à propos de « vieux cerveau accaparant les stands ». L'un d'eux désigna Eugène du doigt. Et c'est à ce moment-là que tout le restaurant a changé. Mais personne n'a rien dit, ni les clients, ni le personnel. Tout le monde attendait. C'était le genre de gars qu'on entendait avant de les voir. Le meneur, ou du moins le plus bruyant, était un homme avec une casquette à l'envers et un sourire narquois permanent. Il s'appelait Troy Delaney, comme il l'apprendrait plus tard. À côté de lui se trouvait Reggie Finn, plus grand, plus mince, toujours en mouvement comme s'il avait de la caféine à la place du sang. Le troisième, Darnell Holmes, portait des lunettes de soleil à l'intérieur et parlait comme si chaque phrase était un défi.
Trois parcourut le restaurant du regard comme s'il en était le maître. Son regard se posa sur Eugène et y resta. Zut, vous voyez grand-père G.I. dit-il en désignant le stand d'Eugène. Je parie qu'il a pris d'assaut la Normandie avec une canne. Reggie éclata de rire. Ce type pense probablement qu'on accepte encore des rations de guerre ici. Quelques personnes ricanèrent nerveusement. La plupart se contentèrent de regarder leurs assiettes, espérant que le bruit passerait comme le mauvais temps. Eugène ne broncha pas. Il prit son café, la main ferme, et but une gorgée. La chaleur ne le dérangeait pas. Louise se pencha vers la fenêtre de la cuisine, la mâchoire serrée. Il n'aimait pas le ton. Mais il attendit. Observa. Essayant de décider si ces hommes étaient simplement bruyants ou s'ils étaient là pour semer le trouble. Trois passa devant la première rangée de cabines et s'appuya d'une main sur la table d'Eugène. « Dis donc, papa, dit-il. C'est quoi ce costume militaire? Tu te déguises ce matin? » Reggie gloussa. « Oui, raconte-nous une histoire, mon vieux. As-tu combattu Hitler toi-même ou as-tu juste surveillé les chars ?» Darnell restait près du jukebox, sans rien écouter, faisant juste semblant de défiler. Comme s'il n'était pas impliqué. Mais il l'était. Il se déplaçait toujours par trois, un pour provoquer, un pour faire écho, un pour feindre l'innocence. Eugène releva enfin les yeux. Son regard n'était pas furieux, juste clair. Immobile. Si calme qu'il vous faisait réfléchir à deux fois. « Vous n'avez rien de mieux à faire, les garçons ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Trois pencha la tête. On parle, c'est tout. Liberté d'expression, n'est-ce pas, soldat? Louis en avait assez entendu. Il s'essuya les mains, franchit la porte battante et se dirigea vers le comptoir sans un mot. La serveuse, Marcie, une femme d'une soixantaine d'années avec des nerfs comme des cordes de piano, le regarda, puis détourna le regard. Eugène posa sa fourchette et se pencha légèrement en arrière. « Tu te moques des vieux ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur ceux de Trois. Trois renifla. « Non, j'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un porte encore cette veste poussiéreuse comme si ça signifiait quelque chose. » Quelqu'un dans la cabine derrière Eugène murmura, « Il fait, ça veut dire quelque chose, idiot. » Trois se retourna. « Qu'est-ce que c'était ?» lança-t-il. Personne n'a répondu. Louise fit le tour du comptoir et s'approcha lentement du stand d'Eugène. Darnell prit enfin la parole depuis le jukebox. « Mec, vous êtes tous en train de délirer. Il ne fait rien. C'est juste un vieux vétéran coincé dans le passé. Laisse tomber. » Reggie s'approcha d'Eugène trop près désormais. L'atmosphère changea. On le sentit. On passa des taquineries à l'attention. Reggie tapota la table. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne nous entends pas? Tu as des flashbacks de guerre ou quoi? Tu veux pleurer sur ta tarte? » Louise s'arrêta juste derrière Eugène, les mains serrées, la voix basse mais aiguë. « Ça suffit. » Trois se retourna. « Qui es-tu? Son petit-fils? » Louis ne répondit pas. Il s'avança, se tenant désormais à côté d'Eugène. « Savez-vous qui c'est? » demanda-t-il. Trois cligna des yeux. « Quoi, comme si c'était une célébrité? » Louis ne dit rien. Il regarda Eugène. Eugène ne détourna pas le regard. Le silence résonna dans le restaurant comme un tonnerre sans éclair. Tout le monde a arrêté de faire semblant de ne pas regarder. Louis regarda Reggie. Puis Trois. Puis Darnell. « Tu veux faire le clown? Très bien. Fais-le dehors. Mais tu ne pas rentrer ici et manquer de respect à cet homme. » Reggie ricana. « Quoi, c'est ton père ou quoi? » Louis se tourna légèrement. Sa voix était toujours calme. « Non. Mais j'aurais de la chance s'il l'était. » Eugène leva doucement la main. « Laissez-les parler, dit-il doucement. Parfois, l'ignorance a besoin d'un public avant de se ridiculiser. » Trois rit de nouveau, mais le son avait perdu de son mordant. Quelque chose avait changé. La foule n'était plus avec eux. À une table près de la fenêtre, un homme blanc âgé posait son journal. « Cet homme a sauvé la vie de mon cousin au Vietnam, » a-t-il déclaré. Une femme au comptoir se retourna. « Moi aussi, » ajouta-t-elle. Il l'a traîné dans la jungle pendant 2 jours après qu'il a été frappé. Il a perdu la moitié de son sang en faisant ça.
Même Marcy s'est avancée. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, les gars. Mais les trois hommes ne partirent pas encore. Car ils n'avaient pas entendu toute l'histoire. Trois recula. Son regard scruta la pièce. Le changement d'air n'était plus subtil. Il le pressait comme une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Les gens ne riaient pas avec lui. Ils le regardaient. Pourtant, il n'était pas prêt à lâcher prise. Oh, alors maintenant cet endroit vénère les vieux soldats? Il le dit plus fort qu'avant, essayant une fois de plus de reprendre le contrôle. Un homme porte une veste et soudain, il devient un super-héros. Ruggy rit, mais cette fois d'un rire forcé. Son regard se porta sur Eugène, puis parcourut les clients dispersés dans le restaurant. L'assurance avec laquelle il était entré s'effritait rapidement. Darnell n'avait pas bougé du jukebox, mais même lui avait cessé de faire semblant de défiler. Il avait maintenant les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur Eugène. Eugène expira lentement, plia sa serviette avec précision et la posa délicatement à côté de son assiette. Il leva vers Troy ce même regard fixe et constant. « On t'a déjà tiré dessus, fiston ?» demanda-t-il d'une voix assurée. « As-tu déjà tenu un ami dans tes bras alors qu'il se vidait de son sang dans la boue, appelant une mère qu'il n'avait pas vue depuis des années ?» Troy ne répondit pas. « Je ne pensais pas, » dit Eugène d'une voix calme mais perçante. « Alors peut-être que tu devrais te taire avant de te mettre encore plus dans l'embarras. » Troy serra la mâchoire, jetant un coup d'œil vers la porte comme s'il calculait si cela valait la peine de sortir maintenant ou s'il devait continuer à pousser. Ruggy se pencha en avant vers le stand d'Eugène, les paumes pressées sur la table comme s'il s'apprêtait à lancer une insulte intelligente. « Mec, tu crois que juste parce que tu as fait la guerre, on te doit quelque chose? Personne ne t'a demandé de t'engager. » Louise s'approcha, plus près maintenant, le regard perçant. « Il n'a rien demandé, » dit-elle d'une voix ferme, « mais tu lui dois plus que tu ne le comprendras jamais. »« Oh, s'il vous plaît, » railla Troy. « Laissez-moi deviner, voici l'histoire lamentable. Un héros de guerre revient, n'obtient aucun respect, combat le racisme, tout ça. » C'est alors qu'une voix s'éleva depuis la cabine d'angle, nette et pleine de conviction. « Vous, bande de petits voyous, vous n'imaginez pas ce qu'il a combattu à son retour, » dit une femme d'une soixantaine d'années, ses cheveux gris bouclés serrés sous un foulard léopard. « Vous pensez que son retour à Bakersfield après la guerre du Vietnam était une sorte de célébration? Il est revenu pour haïr. On lui a craché dessus. On lui a claqué les portes au nez. Il a fait une guerre pour ce pays, puis il est revenu pour en faire une autre. » Eugène n'interrompit pas. Il resta assis, immobile, à écouter. Louise a ajouté, « Vous est-il déjà arrivé de vous faire refuser un emploi à cause d'un uniforme que vous portiez? Avez-vous déjà dû boire à une fontaine séparée après avoir risqué votre vie pour des gens qui refusaient même de partager le trottoir avec vous ?» Troy semblait mal à l'aise. Le sourire narquois qui persistait avait disparu. Ruggy recula légèrement. « Mec, tu rends ça vraiment dramatique. » Derrière le comptoir, Marcy éleva la voix. « Il essayait dramatique. C'est la vie. Vous ne survivriez pas 10 minutes à la place d'Eugène. » Finalement, Darnell bougea. Il s'avança, lentement et délibérément, ses lunettes de soleil toujours sur le nez. Il s'arrêta juste avant le box d'Eugène. « D'accord, très bien, » dit-il. « C'est un vétéran. Il a traversé des épreuves. Ça ne lui donne pas le droit de se promener comme le monde le lui doit. » Eugène leva les yeux, calme. « Je n'ai jamais rien demandé au monde, » a-t-il dit. « Je suis juste venu ici pour savourer une part de tarte, comme je le fais tous les dimanches depuis 19 ans. Si ma présence vous fait vous sentir petit, ce n'est pas de ma faute. C'est de votre faute. » Louise croisa les bras. « Vous vouliez attirer l'attention, les gars. Maintenant, vous l'avez. Et à en juger par les apparences, vous ne savez pas quoi en faire. » Un homme se leva près de la fenêtre. Il avait une jambe et se déplaçait avec des béquilles. Sa voix tremblait. « Eugène m'a sorti d'un immeuble effondré à Hughes City. J'avais 19 ans. Il aurait pu se sauver lui-même, mais au lieu de ça, il est revenu me chercher. Il tapota le sol avec une béquille. Alors oui, je dirais qu'il a gagné un peu de respect. » Le silence qui suivit fut épais, comme un brouillard qui s'installait. Troy regarda autour de lui. Plus personne ne se tenait à ses côtés. Pas même Ruggy ou Darnell. Ils s'étaient repliés sur eux-mêmes,
comme des garçons surpris en flagrant délit de mensonge. Eugène repoussa finalement son assiette. Il n'avait pas fini de manger, mais cela n'avait plus d'importance. « Je ne porte pas cette veste pour attirer l'attention, dit-il en repoussant une miette de sa manche. Je la porte à cause des hommes qui n'ont jamais réussi à rentrer chez eux pour enlever la leur. » Mais il ne leur avait toujours pas raconté la partie de son histoire qui allait tout changer. La pièce était devenue silencieuse. Pas seulement silencieuse, mais tendue, pleine d'attente. Comme si quelque chose de lourd était suspendu dans l'air. Personne ne mangeait. Personne ne bougeait. Le bourdonnement du plafonnier bourdonnait faiblement, un bruit de fond qui semblait désormais trop fort. Tous les regards étaient tournés vers Eugène et les trois hommes qui étaient entrés, pensant qu'ils étaient les propriétaires des lieux. Louise se tenait à côté d'Eugène, les bras croisés, la mâchoire serrée mais le regard fixe. Il ne s'agissait pas seulement de défendre un client. C'était une affaire personnelle. Il se souvenait, à 12 ans, d'avoir regardé Eugène réparer un pneu crevé pour sa mère en pleine canicule, sans rien demander en retour. À l'époque, Eugène n'était que Monsieur Marshall, du coin. Louise ignorait tout de la guerre, des médailles, des années passées à reconstruire une vie brisée une fois à l'étranger, puis à son retour. Trois se frotta la nuque, agité. Sa bravade avait cédé, mais son orgueil l'empêchait de partir pas encore. Il fit à nouveau un geste vers la veste. « Mec, tu continues à parler comme si tu étais une sorte de légende ou quelque chose comme ça. » Une voix lourde résonna derrière eux. C'était Ramon Espinosa, le cuisinier, un homme discret qui parlait rarement, sauf pour parler de cuisine. Il sortit de la cuisine, son tablier toujours noué, les bras saupoudrés de farine. « Une légende ?» demanda Ramon. « C'est vrai. » Trois se retourna, les sourcils levés. « Tu aimes le baseball ?» demanda Ramon. Reggie haussa les épaules. « Ouais. Alors tu connais le nom de Vernon d'Orsay ?» Reggie cligna des yeux. « Ouais. Un lanceur d'autrefois, non ? » C'était mon cousin, dit Ramon. Premier enfant noir à jouer au lycée de Stockdale. Il a été sélectionné. Il n'est jamais revenu. Tu sais pourquoi ? Trois ne dit rien. Parce qu'une mine lui a arraché la moitié de la poitrine. C'est Eugène qui a porté ce qui restait de lui jusqu'à la tente médicale. Il est resté à ses côtés. Il lui a tenu la main pendant qu'il mourait. Il a écrit une lettre à notre famille et a envoyé ses plaques d'identité à la maison. La voix de Ramon se brisa mais ne se brisa pas. Mon oncle a gardé cette lettre dans sa Bible jusqu'au jour de son décès. Eugène ne parla pas. Il baissa simplement les yeux vers son café au froid maintenant. Darnell bougea sur ses pieds. Très bien. D'accord. On a compris. Non, tu ne le feras pas, dit Marcy derrière le comptoir. Tu crois pouvoir entrer dans un endroit pareil, lancer des insultes et te moquer d'un homme qui a vécu bien plus que tu ne peux l'imaginer ? Laisse-moi te dire une chose. Cet homme, dit-elle en désignant Eugène, cet homme a perdu plus d'amis en un an que tu n'en auras jamais en toute une vie. Même ceux qui n'avaient pas parlé auparavant hochaient la tête, établissant un contact visuel pour la première fois. Les murs du silence se brisaient. Et le restaurant de ce vieux lieu délabré qui ne servait habituellement que des œufs et des potins s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Trois semblaient sur le point de parler à nouveau, mais Louise l'interrompit. « Vous vouliez frimer, les gars. Bon. Vous êtes entrés en trombe, pensant que personne ne dirait rien. C'est peut-être ce à quoi vous êtes habitués. Mais ce n'est pas ce genre d'endroit. » Reggie marmonna, « Mec, on ne le savait pas. » Louise leva la main. « Tu n'as pas à vouloir savoir. C'est différent. » Eugène releva enfin les yeux. « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand quelqu'un qui a vécu l'enfer décide de vivre en paix, et qu'on se moque de lui pour cela ?» Trois détourna le regard. « Ce n'est pas seulement un manque de respect, » a déclaré Eugène. « C'est un rappel que, peu importe ce que vous donnez, certains essaieront toujours de vous évaluer à l'aune de ce qu'ils pensaient y voir. » Louise se tourna vers la cuisine, puis regarda Eugène. « Dois-je leur parler de la photo ?» Eugène secoua légèrement la tête. « Pas besoin. Ils ne comprendraient pas de toute façon. »« Quelle photo ?» demanda Darnell, d'un ton plus prudent. Louise hésita. « Il y a une photo dans le coffre-fort de mon père. De 1972. Eugène porte un enfant blessé dans un village en flammes. L'enfant est pieds nus. Du sang partout. Le visage d'Eugène calme,
concentré. Cette photo est encadrée. Sous verre. C'est la seule chose que mon père a emportée quand nous avons déménagé de notre premier restaurant ici. Il regarda les trois hommes. Ce gamin était mon oncle. Un battement passa. Tu lui as sauvé la vie, dit Louise à Eugène. Il a vécu assez longtemps pour fonder une famille. Moi aussi. Mais il n'avait toujours pas entendu ce qu'Eugène avait perdu ou la partie qui n'avait jamais été transcrite dans des lettres ou des photographies. Pendant un long moment, personne ne dit un mot. Le poids de l'air avait changé. Il ne s'agissait plus de confrontation. C'était du chagrin. Quelque chose de plus doux, de plus lourd, presque sacré. Louise tira une chaise à côté du box d'Eugène, mais ne s'assit pas. Il posa une main sur le dossier, se soutenant. Il y a autre chose, dit-il, le regard tourné vers le fond du restaurant. Quelque chose que personne n'a demandé, mais que vous auriez dû demander. Eugène soupira. Il ne voulait pas que cette partie soit racontée. Mais c'était trop tard. Louise ne cherchait pas à l'humilier. Il essayait de leur faire comprendre. Il avait une femme, dit Louise. Elle s'appelait Margaret. Elle venait parfois avec lui, il y a des années. Une femme adorable. Il portait ce bracelet en or tous les dimanches, même s'il manquait une pierre. Il m'a dit que c'était un cadeau d'Eugène avant son départ. Eugène ne leva pas les yeux. Ses mains reposaient à plat sur la table. Elle l'a attendu pendant 2 tournées, continua Louise. Elle a tenu la maison. Elle a travaillé de nuit. Elle a économisé quelques sous juste pour acheter un berceau d'occasion avant son retour. Elle pensait qu'ils allaient fonder une famille. Il s'arrêta. Mais Margaret est morte la veille du retour d'Eugène. Accident de voiture sur Union Avenue. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle rentrait de son service. Il ne savait même pas qu'elle était partie jusqu'à ce qu'il descende du bus et qu'un voisin vienne lui annoncer la nouvelle. Quelques halètements silencieux s'échappèrent des cabines. Eugène se pencha lentement en arrière, pressant ses épaules contre le siège en vinyle. On avait choisi le prénom du bébé, dit-il à voix basse, presque pour lui-même. Fille ou garçon, ce serait Jordan. On s'en fichait. On voulait juste que l'enfant soit en bonne santé. Il déglutit difficilement. J'ai raté l'enterrement de 3 heures. Retard d'avion au départ de Saigon. Je n'ai même jamais pu dire au revoir. Pour la première fois depuis le début de l'échange, l'expression de 3 changea. Il cligna rapidement des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si les mots cherchaient à se former sans parvenir à sortir. Reggie se détourna complètement, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Darnell passa une main rugueuse sur sa bouche, un geste qui exprimait plus de regret que tout ce qu'il aurait pu dire à voix haute. Marcy sortit discrètement de derrière le comptoir et apporta à Eugène une tasse de café frais. Elle ne prononça pas un mot. Elle la posa simplement délicatement sur la table, puis posa une main sur son épaule, la serrant doucement et avec compréhension. Louise regarda les 3 jeunes hommes, son regard vif mais pas cruel. Alors, quand vous riez de cette veste, quand vous l'insultez, quand vous agissez comme si sa présence ici était une sorte de blague, vous vous moquez d'un homme qui a déjà donné plus que ce qu'on vous demandera jamais. 3 par là finalement, mais la confiance à laquelle il s'était accroché plus tôt avait disparu. Je ne savais pas tout ça, mec. Eugène émit un rire doux hélas, pas amer, juste fatigué. Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne le voulais pas. Une pause suivit, longue, pesante, comme si l'air lui-même était chargé de non-dits. Puis le vieil homme aux béquilles, celui de tout à l'heure, dit, tu ne savais pas, parce que tu n'as jamais pensé à demander. C'est ça le problème. Tu supposes, puis tu te moques. Mais tu n'écoutes jamais. La femme au foulard léopard ajouta, vous avez de la chance, les gars. Vous avez grandi dans un monde où des gens comme Eugène vous permettaient de vous comporter comme des imbéciles en toute sécurité. La voix de Reggie se réduisit à un murmure. On s'amusait juste, ce n'était pas ce que je voulais dire. Eugène leva les yeux vers lui. Son regard n'était pas furieux, juste épuisé. Profondément, indéniablement fatigué. Je me suis battu pour que les gens puissent s'exprimer librement, a-t-il déclaré. Mais je ne me suis pas battu pour qu'ils oublient le prix à payer. Ce cri frappa plus fort que n'importe quel cri. Il coupa le souffle à la salle. Louis hocha lentement la tête. Exactement. 3 se déplaçaient là où il se tenait, maladroit et exposé. Écoute,
je suis désolé. D'accord? Eugène ne répondit pas immédiatement. Il étudia le visage de Troy comme un homme lisant une carte, essayant de déterminer si le chemin devant lui était réel ou une simple illusion. Ne t'excuse pas si tu le fais uniquement parce que tu t'es fait prendre, dit Eugène. Dis-le si tu veux garder la vérité en toi après avoir franchi cette porte. La bouche de Troy s'ouvrit, puis se referma. Il hocha lentement la tête, réticent, tandis qu'une impression de calme et d'incertitude commençait à s'installer en lui. Reggie, visiblement secoué, murmura « Je n'avais aucune idée de tout ça. » Je le jure. Darnell intervint, moi non plus. On était juste bêtes. La main d'Eugène reposait légèrement sur le bord de sa tasse de café. Être bête, c'est une chose, dit-il d'une voix basse et égale. Choisir de le rester, c'en est une autre. Mais ce n'était pas la fin. Pas encore. Le moment final, le véritable tournant, restait encore à venir. Troy resta silencieux. Reggie le suivait maintenant d'un pas, fixant le sol comme s'il souhaitait qu'il s'ouvre et l'engloutisse tout entier. Darnell s'appuyait contre le jukebox, les bras croisés, ses lunettes de soleil toujours braquées sur le visage. Mais il ne se cachait plus. Ni défi, ni colère, juste confusion et honte. Le restaurant avait changé. Il avait basculé. Ils étaient entrés en riant, bruyamment et avec suffisance, mais maintenant ils se tenaient là, comme des écoliers, réprimandés non pas par des cris, mais par la vérité. Et la vérité, quand elle tombe bien, pique encore plus fort car elle signifie qu'on y est entré de plein gré, volontairement, aveuglément. Eugène but une gorgée de la nouvelle tasse que Marcy lui avait apportée. Il ne broncha pas. Jamais. Ses mains restèrent fermes, même si le passé avait été rouvert devant des inconnus, telle une vieille blessure revisitée sous des lumières vives. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus empreint de tension. Il contenait autre chose, le respect. Le vrai respect. Celui qui n'a besoin ni d'applaudissements ni d'annonces. Celui qu'on ressent au plus profond de soi. Troy s'éclaircit la gorge. Monsieur Marshall, dit-il à voix basse. Je suis désolé. Je suis sérieux. Eugène fit un léger signe de tête, juste une fois. Reggie s'avança, son ton plus ferme qu'avant. On n'aurait pas dû dire ça. On ne connaissait pas ton histoire. Ça n'excuse rien, je sais, mais, quand même. Louise se tenait à côté d'Eugène, les bras croisés. Tu es venu ici pour te moquer de quelqu'un, a-t-il dit. C'était le but. Tu ne voulais pas juste t'amuser, tu essayais de faire tomber quelqu'un pour te sentir plus grand. Reggie n'a pas discuté. Je sais. Et le problème, poursuivit Louise, c'est que tu as choisi le mauvais homme. Non pas parce qu'il est intouchable. Non pas parce que c'est une légende gravée dans la pierre. Mais parce qu'il a déjà traversé bien plus de épreuves que ce que tu peux lui infliger, et il a surmonté tout ça. Avec dignité. Darnell s'avança finalement, sa voix basse mais ferme. On est arrivé en faisant l'idiot. C'est de notre faute. Je comprends maintenant. Le vieil homme avec les béquilles rigola une fois. Tu comprends maintenant, parce que toute la ville te regarde. Ça m'a fait mal. Mais ce n'était pas censé être cruel. C'était honnête. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une adolescente peut-être 17 ans, vêtue d'un sweat à capuche et de vents usés se leva d'un box du fond et se dirigea vers la table d'Eugène. Elle sortit un petit carnet de son sac à dos, l'ouvrit à une page à moitié remplie et le lui tendit. « Pourriez-vous écrire votre nom » demanda-t-elle. « Je veux m'en souvenir. » Eugène la regarda, surpris. Puis il prit le carnet, le tourna doucement dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet fragile et précieux, et prit le stylo de Marcy sur la table. Il n'a pas simplement signé. Il a écrit. Eugène Marshall, Infanterie, 101e division aéroportée. Il le lui rendit, et la jeune fille le serra contre sa poitrine comme un billet de concert pour un avenir meilleur. Puis elle retourna à sa place, sans un mot. La pièce s'adoucit. Plus de murmures. Plus de regards figés. Juste des gens qui voyaient Eugène tel qu'il était vraiment, non pas un fantôme d'une autre époque, mais un homme, enfin pleinement visible. Louise expira lentement et profondément. Il regarda Troy, Reggie et Darnell. Alors, et maintenant, demanda-t-il. Troy jeta un coup d'œil autour de la pièce. Nous partons. Louise fit un signe de tête lent et approbateur.
Ce serait mieux. Ils se tournèrent vers la porte. Darnell passa le premier. Reggie le suivit, les épaules affaissées, la honte pesant sur lui. Troy hésita, puis se retourna une dernière fois. Si jamais tu voulais parler à quelqu'un, dit-il, les yeux rivés sur Eugène, ou peut-être même raconter davantage ton histoire, je t'écouterai. Eugène esquissa un lent sourire, le genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait les yeux, mais qui disait en quelque sorte tout ce qui devait être dit. Alors peut-être devrais-tu commencer, répondit-il, par écouter les gens qui t'entourent. On entend des histoires partout. Il suffit d'être à l'écoute et d'humilité. Troy fit un léger signe de tête, puis sortit finalement. La sonnette de la porte du restaurant tinta doucement derrière eux. Cette fois, ils ne la claquèrent pas. Ils la refermèrent doucement. Louise se tourna vers Eugène. « Ça va ?» Eugène jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le ciel avait changé, la lumière n'était plus aussi vive. « Je vais bien, dit-il. Je n'avais pas prévu de cours d'histoire aujourd'hui, mais je suppose que la vie en a décidé autrement. » Mais il n'avait pas fini. Il avait encore une chose à dire, et ce n'était pas pour les garçons qui venaient de partir. C'était pour tous ceux qui étaient restés. Après que la porte se fut refermée derrière eux, un silence nouveau s'installa au Louis dîner. Ni raide, ni gêné, juste empreint de recueillement. Comme si tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose de sacré, mais que personne ne voulait être le premier à le dire à voix haute. Eugène se renversa dans son box, sa tarte à peine touchée. Il n'avait pas l'air en colère. Il ne semblait même plus fatigué. Il était juste immobile, les pieds sur terre, comme un homme qui se sentait enfin vu. Louise s'éloigna pour lui laisser de l'espace, mais il resta près d'elle, juste au cas où Eugène voudrait en dire davantage. Et il l'a fait. Il prit sa tasse, prit une dernière gorgée de café maintenant tiède et la posa doucement. Sa voix, quand elle arrivait, était douce, mais elle n'avait pas besoin d'être forte. Vous savez, commença-t-il, le regard balayant la pièce, quand je suis rentré en 1972, je ne m'attendais pas à un défilé. J'avais trop vu pour me soucier des drapeaux et des discours. Tout ce que je voulais, c'était la paix. Juste une vie tranquille, un travail, une famille. Il marqua une pause, puis baissa les yeux vers son assiette. Mais la paix n'a pas été facile à obtenir. Je portais cette même veste à l'époque, non pas pour attirer l'attention, mais parce que c'était la seule chose qui me restait et qui ne m'avait pas été enlevée. Et chaque fois que j'entrais dans un magasin ou que je m'asseyais sur un banc, on me regardait comme si je n'étais pas à ma place. Un murmure sourd parcourut le restaurant. Les têtes hochèrent la tête. Les visages se crispèrent. Parfois, continua Eugène, il m'insultait. Parfois, il traversait la rue. Mais la plupart du temps, il ne disait rien du tout. Il leva à nouveau les yeux. Sans croiser le regard de qui que ce soit en particulier, mais plutôt de tous, tous ensemble. Et j'ai appris quelque chose à cette époque, on ne peut pas forcer les gens à nous respecter. On ne peut vivre que d'une manière qu'il exige. Pas par la force. Par la vérité. En restant debout quand il est plus facile de rester assis. En s'éloignant quand l'orgueil vous dicte de vous battre. Une femme près de la fenêtre s'est tamponné l'œil avec une serviette. Ces garçons, dit doucement Eugène, ce n'était que du bruit. J'ai entendu plus fort. J'ai connu pire. Mais ce qui fait mal, ce qui fait vraiment mal, c'est la facilité avec laquelle on reste assis sans rien dire. Avec quelle rapidité on fait semblant de ne pas entendre. Il regarda Marcy, dont les yeux brillaient de larmes retenues. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en colère. J'ai assez vécu pour savoir que la colère est un feu qui dévore celui qui la tient. Il s'arrêta. Mais je suis déçu. Marcy s'avança, sa voix se brisant légèrement. On aurait dû se le dire plus tôt, dit-elle. J'aurais dû. Eugène secoua doucement la tête. Je ne suis pas là pour réprimander qui que ce soit, dit-il. Ce n'est pas pour ça que je viens tous les dimanches. Je viens, pour la tarte. Et le calme. Mais peut-être que le silence n'est pas toujours ce dont nous avons besoin, intervint Louise derrière le comptoir. Peut-être devrions-nous parler plus fort, pour les bonnes raisons. Eugène esquissa un petit sourire. Exactement. Puis il se tourna vers les clients plus jeunes encore assis, la fille avec le carnet, deux étudiants au fond, un garçon qui semblait avoir 16 ans, les yeux écarquillés. Il n'est pas nécessaire d'aller à la guerre pour être courageux, a-t-il déclaré.
Parfois, il est courageux de simplement s'exprimer quand quelqu'un est en train de se faire démolir, même si ce n'est pas soi, surtout quand ce n'est pas soi. Le garçon au fond hocha lentement la tête, comme s'il absorbait chaque mot. Et un jour, ajouta Eugène, quand tu verras quelqu'un se faire moquer pour quelque chose qu'il n'a pas choisi à son âge, sa peau, son histoire, tu te souviendras de ce matin. Tu te souviendras de la rapidité avec laquelle les choses peuvent basculer, de la petitesse de la cruauté quand la vérité s'impose. Il regarda sa tarte à moitié mangée, puis la releva. Maintenant, dit-il en essuyant son pantalon avec ses mains, si personne n'y voit d'inconvénient, j'aimerais finir mon petit déjeuner. Cela a provoqué quelques rires discrets, ni forcés, ni gênés, mais sincères. Et comme ça, la tension est enfin retombée. Mais à l'extérieur de ces murs, la nouvelle commençait déjà à se répandre, et la leçon n'allait pas rester longtemps à l'intérieur du Louis dîner. Il n'a pas fallu longtemps. Lorsque la foule du déjeuner a commencé à arriver chez Lou, les rumeurs s'étaient déjà propagées au-delà des murs. Quelqu'un avait publié une photo floue d'Eugène assis à son box, Louise à ses côtés, avec une légende disant « Cet homme vient de faire taire 3 brutes sans élever la voix ». L'image a été partagée, republiée, citée. Les gens ne connaissaient pas toute l'histoire, mais ils ressentaient quelque chose dans l'image, une sorte d'immobilité qui avait du poids. À travers la ville, dans les salons de coiffure et les sous-sols d'église, l'histoire se déroulait par bribes, le vieux vétérinaire, les enfants bruyants, le moment où le client se levait. Les gens se penchaient pour entendre les détails. Les noms circulaient, pas seulement celui d'Eugène, mais aussi celui de Troy Delaney, et pas de manière flatteuse. En début de soirée, Troy était déjà aux prises avec les conséquences. Sa tante l'appela, non pas pour lui demander, mais pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. Un collègue lui en parla à l'entrepôt. Un de ses anciens entraîneurs du lycée lui envoya un message, « Ce que tu as fait dans ce restaurant, tu ferais mieux de réparer ça, fiston, sinon tu vas le supporter longtemps. » Troy était assis seul dans sa voiture ce soir-là, devant un Taco Bell, regardant l'écran de son téléphone s'illuminer de notifications qu'il ne voulait pas lire. Le regret était à son comble. Il songea à retourner chez Lou. Peut-être demain. Peut-être avec sa mère. Peut-être lui parler en face. Il n'était pas sûr que cela aurait de l'importance. De retour au restaurant, Eugène avait terminé son repas depuis des heures. Il était parti depuis longtemps. Mais la banquette resta vide jusqu'à la fin de la journée, non par peur, mais parce qu'elle se sentait mal, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Marcy l'essuya quand même 2 fois, fredonnant doucement comme si elle enlevait plus que des miettes. Louise resta tard, bien après la fermeture. Assis au comptoir, les coudes sur le formica, il repassait les événements dans sa tête. « Ça va ?» lui demanda Marcy. Il hocha lentement la tête. « Ouais. Je pensais juste à Eugène. À tout ça. » Elle lui versa un café, même s'il ne l'avait pas demandé, et le posa doucement. « On voit tellement de choses de nos jours, a-t-elle dit, vidéos, publications, gros titres. Mais c'est différent quand ça se passe sous nos yeux. » Louise fixait le liquide sombre dans sa tasse. « Cela m'a fait réaliser combien de fois je suis resté silencieux, a-t-il déclaré. Marcy ne dit rien tout de suite. Puis elle murmura, on l'a tous fait. Ils restèrent assis ainsi quelques minutes où le tintement d'une cuillère ici, le grincement d'une chaise là. Bakersfield n'était pas réputé pour ses moments grandioses, mais aujourd'hui, c'était plus grand que d'habitude. Et de l'autre côté de la ville, quelque chose d'autre se passait. La fille au carnet Anna Rod a publié en ligne la citation d'Eugène, celle qui disait qu'il n'était pas nécessaire d'aller à la guerre pour être courageux. En quelques heures, les enseignants la partageaient. Un groupe d'anciens combattants l'a republiée. Quelqu'un l'a imprimée sur un prospectus et l'a accrochée au tableau d'affichage de la bibliothèque. Les gens ne connaissaient pas toute l'histoire d'Eugène, mais ils percevaient la vérité dans ses paroles. Et, d'une certaine manière, cette vérité commença à se propager. Cela s'est ensuite étendu à la façon dont les gens se saluaient cette semaine-là, plus attentionnés, un peu plus lents. Cela s'est ensuite étendu à la façon dont les habitués de Lou traitaient le personnel de service, plus de pourboires, plus de remerciements. Cela s'est même propagé dans un cours d'histoire au lycée, où un élève nommé André a montré la photo d'Eugène et a dit « Pouvons-nous parler de gens comme lui pour changer ?» De retour chez Eugène, le calme était revenu. Il vivait seul dans une maison de plain-pied, avec de la peinture écaillée et une véranda qui grinçait aux bons endroits. Ce soir-là, il était assis dans son fauteuil inclinable, sa veste soigneusement pliée sur le dossier, sirotant du thé au lieu d'un café.
Il ignorait combien de personnes avaient vu son visage. Il ignorait tout des publications, des commentaires, ou de la soudaine augmentation de son nom sur Google. Il s'en fichait. Ce qui comptait pour lui était infiniment plus simple, plus essentiel, presque primitif dans sa noblesse silencieuse, que quelqu'un, peut-être même une seule âme sensible, transforme ce qu'il avait vu, vécu, ressenti ce jour-là, en une manière différente, plus douce, plus digne, de traiter le prochain inconnu qu'il croiserait sur son chemin. Car le respect n'est pas une mode passagère que l'on porte selon les saisons, et la gentillesse, elle, n'a nul besoin de flash ni d'objectif pour exister, briller, bouleverser. Mais l'histoire, en réalité, ne s'était pas tout à fait refermée. Car ce qui allait venir ensuite prouverait, sans éclat ni grand discours, que la leçon avait été entendue, reçue, incarnée. Dès le jeudi, le récit avait pris une vie propre, comme une graine qui germe en silence et fleurit sans bruit. Eugène, lui, n'avait ni réseaux sociaux ni application dernier cri. Il utilisait à peine son vieux téléphone à clapet, ce compagnon du quotidien presque oublié par le monde moderne. Et pourtant, ce jour-là, lorsqu'il alla chercher son ordonnance à la pharmacie du quartier, le caissier, un jeune homme tatoué, dont le sourire semblait aussi nerveux que sincère, lui remit son ticket de caisse, puis ajouta d'une voix teintée d'émotion. « Merci pour ce que vous avez fait, monsieur Marshall. » Eugène cligna lentement des yeux, comme pris au dépourvu. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'enfant élargit son sourire, qui devint lumineux. « Tu t'es levé sans crier. Ma mère m'a raconté l'histoire. Elle a dit qu'elle avait pleuré en la lisant. » Eugène, sans un mot de plus, secoua doucement la tête, prit son sac avec calme. « Je viens de prendre mon petit déjeuner, murmura-t-il, comme si cette phrase pouvait suffire à expliquer son trouble. Mais la vérité était là, silencieuse et profonde, les choses n'étaient plus comme avant. Quelque chose, quelque part, avait changé. À l'épicerie, une femme vêtue d'une tenue médicale lui tendit une petite carte sans mots, simplement une note pliée où l'on pouvait lire, d'une écriture fine et droite. « Tu m'as rappelé à quel point la force tranquille peut être puissante. » Devant le bureau de poste, un homme d'un certain âge, vêtu d'une veste en jean un peu raide, le salua respectueusement. Son allure, bien qu'imparfaite, disait l'essentiel. Ce n'était pas l'uniforme militaire parfait, mais c'était une déclaration en soi. Une reconnaissance muette. Et puis, au Louis dîner, le dimanche suivant, sa table habituelle l'attendait, déjà dressée, la serviette bien pliée. Marcy avait même ajouté un petit vase en verre contenant un lys blanc, d'une pureté presque irréelle. « Ne t'habitue pas aux fleurs, » plaisanta T.L. avec un sourire taquin. « Tu n'es pas de la royauté. » Mais tout le monde le savait, dans le creux de son cœur, quelque chose avait basculé, quelque chose de profond, de vrai. Eugène se glissa dans sa cabine habituelle, comme à l'accoutumée, mais cette fois, lorsqu'il leva les yeux, les regards ne fuyaient plus. Les gens soutenaient son regard. Il hochait la tête. Il parlait. Il posait des questions. Un homme d'une trentaine d'années s'approcha de lui avec précaution. Un petit garçon marchait à ses côtés, les yeux grands ouverts, le pas timide. « Monsieur Marshall ?» « Oui, » répondit Eugène calmement. « Je voulais juste vous remercier pour la manière dont vous avez géré ces enfants. Mon fils a vu la vidéo en ligne. Je m'en suis servi pour lui montrer comment se tenir debout, sans courber l'échine. » Eugène jeta un regard doux au garçon. « Quel est ton nom ?»« Caleb, » murmura l'enfant, la voix presque inaudible. « Tu traites bien les gens, Caleb ?» Le petit hocha la tête. « J'essaie. » Eugène sourit doucement. « Continue comme ça. L'important, c'est d'essayer. » L'homme lui serra la main, avec une sincérité profonde, une gratitude qui ne cherchait pas les mots, et s'en alla avec son fils, plus droit, plus calme. Louise arriva avec la tarte et le café d'Eugène, comme toujours, mais cette fois, elle s'assit dans la cabine juste en face de lui. « Ça va ?» demanda-t-elle. Eugène hocha la tête, un peu pensif. « On dirait que j'ai lancé quelque chose que je ne voulais pas déclencher. » Louise sourit, douce, presque maternelle. C'était peut-être censé commencer. Ils restèrent là, en silence, le regard perdu dans le calme du matin. Puis Eugène demanda. « Comment va ton oncle ?» Louise eut un léger sursaut, surprise. « Tu t'en souviens ? » « Bien sûr. Il va bien. Il a pris sa retraite l'année dernière. Il parle encore de cette photo. Il raconte toujours comment tu lui as sauvé la vie. » Eugène tourna les yeux vers la fenêtre, songeur.
Nous avons tous les deux eu de la chance ce jour-là. Un peu plus loin, à quelques tables de là, la fille au carnet Anna lui fit un petit signe de la main. Il lui répondit avec un geste discret, presque tendre. Elle vient tous les jours depuis dimanche, dit Louise. Elle veut te parler davantage. Elle veut comprendre ce que ça veut dire, porter un poids et pourtant marcher la tête haute. Eugène se mit à rire doucement. Dis-lui d'apporter des chaussures plus solides. Plus tard dans la semaine, Louise organisa un petit déjeuner pour les vétérans. Rien de grandiose, pas de discours officiels. Juste des crêpes chaudes, des saucisses fumantes et cette présence humaine qui réchauffe le cœur. Eugène, fidèle à lui-même, arriva le dernier. Mais à son entrée, tous les présents se levèrent, comme un seul homme. Non pas pour le spectacle, mais comme un geste de reconnaissance, de gratitude muette. Même trois étaient là, en retrait, silencieux, les mains enfouies dans les poches, la tête baissée. Il ne tenta pas de parler. Il ne força rien. Il resta simplement debout, présent. À un moment donné, il s'approcha lentement et déposa une enveloppe pliée sur la table d'Eugène, puis s'éloigna sans un mot. À l'intérieur se trouvait une note. J'ai manqué de respect à quelqu'un qui méritait plus que je ne comprendrai jamais. Je suis désolé. Je ne demande pas pardon, j'espère juste pouvoir m'améliorer. T'aider. Eugène lut ces mots 2 fois, les laissa résonner en lui, puis replia doucement le papier et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il n'avait pas besoin de l'encadrer. Il n'avait pas besoin de répondre. Les mots, à eux seuls, suffisaient. Et à partir de ce moment-là, plus un seul dimanche ne vit Eugène assis seul dans sa cabine. Les gens vinrent. Ils s'assirent. Ils écoutèrent. Ils questionnèrent. Pas seulement sur le Vietnam, non. Mais sur la vie, sur la perte, sur la manière de survivre quand le monde devient trop dur, trop bruyant, trop insensé. Eugène n'avait pas réponse à tout. Il ne prétendait pas avoir les clés du monde. Mais il avait des histoires. Et parfois, ces histoires, racontées avec simplicité, avec foi, avec mémoire, étaient largement suffisantes.